a toccare il pallone. Seguiamo adesso Jugovic, l'uomo incaricato di consegnare a Lippi e ai suoi compagni di squadra la Coppa dei Campioni 95-96. Rincorsa lunghissima, parte da fuori area. Jugovic, il contatto, la palla in rete! La Juventus è campione d'Europa! Esplode la gioia dei giocatori di Lippi che vanno ad abbracciare Peruzzi, grande protagonista della serie dei calci di rigore. Due volte ha negato, prima a David e poi a Siloi, la gioia del gol dagli 11 metri. Nous sommes dans les années 1990 et l'Italie a son football sur le toit du monde. Son plus beau représentant est alors un club de Turin, la Juventus. La maison Bianconera s'est constituée en un véritable ogre du professionnalisme, de ses dirigeants aux joueurs en passant par l'entraîneur. La victoire avant tout et pour certains, par tous les moyens. Les libéraux proposent de vous raconter dans ce podcast une histoire en noir et blanc, celle de la Juventus entre 1994 et 1999. Les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai Damas. Bonsoir à tous. J'ai Chris. Salut à tous. Et Nams. Bonsoir à tous. Alors Nams, on va commencer par toi, puisque on va traiter aujourd'hui, dans ce numéro, une période d'une équipe qui t'a fait tout simplement tomber amoureux d'un club, la Juventus. Oui, exactement. C'est une de périodes, voilà, qui m'a beaucoup fait apprécier ce club. Un joueur en particulier, un joueur qui portait le numéro 26. Et voilà, c'est là qu'un peu l'histoire a commencé. C'est cette histoire de la Juventus Turin-Gilles Christ que l'on va raconter aujourd'hui. C'est celle d'une équipe qui a gagné absolument tout ce qui a été possible de gagner, que ce soit à l'échelle nationale, internationale, européenne. C'est un ogre de résultats et de professionnalisme aujourd'hui dont on va parler. Ouais, on va parler de la référence de la fin des années 90 sur cette période qui a été une des forces dominantes, notamment, on va revenir dessus par rapport à l'Ajax notamment, et qui a été un sacré opposant, même Dortmund d'une certaine manière. Mais voilà, donc ça a été l'équipe qui a été dominante, numéro 1, mais effectivement, il y a un mais, parce que il faut mettre le point final sur les saisons, et la Juve a eu relativement du mal parfois sur la scène européenne, même si elle a réussi à gagner tous les trophées, que ce soit continentaux, mondiaux, nationaux. Mais voilà, donc c'est une grande équipe, un grand club, et aussi une grande organisation. Avec Lippi, la Juventus, c'est 3 titres de champion d'Italie, une Coupe d'Italie, Ligue des Champions, Coupe intercontinentale, Super Coupe de l'UEFA. Damas, c'est vraiment... en fait, une société qui travaille bien ne peut pas faire mieux que ce que la Juve a fait sur cette période-là. Non, elle ne peut pas mieux faire, et surtout la Juve, au-delà des titres qu'elle a remportés, c'est également une équipe qui a une telle influence sur toute la société italienne et même européenne, parce qu'on parle d'une institution qui a même un impact, je dirais même pour nous-mêmes en France. Moi, à l'époque, en tant que jeune, je regardais la Juventus de Turin à la télé, notamment 97-98, présentée par Roger Zabel, que nous saluons et à qui nous rendons un grand hommage, bien entendu. Et bien sûr, Roger. Ah, bien sûr, Gilles. Et c'est une équipe qui fait peur. C'est une équipe qui a une influence sur nous, qui nous dit qu'est-ce qui va se passer si mon équipe favorite fait face à la Juve. Et plusieurs ont coulé, et notamment le Paris Saint-Germain. Et par rapport à ça, on aura le temps de revenir en détail. Mais concrètement, la Juve, c'est la force de l'Italie. Pourquoi c'est la force de l'Italie? Parce que cette Juventus, c'est surtout une idée de la domination et du professionnalisme. C'est la continuité, Gilles Christ, tout simplement, de Fiat, de la société vue à la Agnelli. C'est une certaine idée de l'Italie, tout simplement. Une certaine idée de l'Italie, d'une industrie, on va dire qu'on complète, puisque la famille Agnelli représente la Fiat également, et elle est présente depuis maintenant de nombreuses décennies quand même dans l'économie du football italien, et même de l'Italie tout court en général. Et notamment dans ces années 90, enfin dans les années 80, quand Platini arrête le football, la Juve est dans une période où ça va un peu moins bien, la Fiat se cherche, Agnelli aussi cherche son Platini, il faut se dire la vérité. Et donc ça va être un petit peu une quête un petit peu vaine, malgré les émotions que vont donner des joueurs comme Baggio, entre autres. Et mais voilà, donc quand on arrive sur cette période des années 90, où la Juve quand même a quelques accomplissements en Coupe d'Europe, pas sur les coupes majeures, puisque c'est le Milan
qui domine le football européen, mais Tout à sur des fait. coupes là mineures, la C3 par exemple, la Juve est là, fait valoir est un bon faire valoir, hein, également dans ce championnat d'Italie et permet de participer à la densité du football italien, mais pour passer au club qui est le club le plus populaire d'Italie, le plus titré d'Italie à l'époque, et ça l'est toujours aujourd'hui. Voilà, il faut qu'on ouvre une nouvelle ère, et cette nouvelle ère va être caractérisée par les individus dont on va parler longuement dans cet épisode et notamment sur cette période. Mais là, je vais dire un truc qui va faire plaisir à Damas, mais en fait, l'avocato Agnelli, il pouvait plus accepter de voir le Milan de son ami intime Berlusconi dominer. Le coq Agnelli, il pouvait plus accepter ça. Effectivement, comme avec Ferrari, avec l'arrivée de Jean Todt et Ferrari qui n'arrivait plus à gagner, il faut également faire les choses aussi au niveau du football. Et en effet, par rapport à ça, l'arrivée de trois monsieur majeurs, dont l'un qu'on va mettre en lumière. Alors, on va commencer avec Giraudo, bien entendu, Roberto Bettega, hein, qui est l'image du club, l'image culturelle du club. Mais comment mettre en avant un certain Luciano Moggi, Papa Moggi, qui était peut-être à l'époque le plus... Non, mais concrètement, Gilles, tu rigoles, c'est vrai, mais c'était celui qui avait peut-être le plus d'influence au niveau des agents de joueurs, recruteurs italiens, et il arrive à une époque où la Juve doit se remettre à gagner. Il faut que nos auditeurs, notamment les plus jeunes, puissent comprendre que la Juve, c'est une maison dans laquelle on ne supporte pas la défaite. Une année où on ne gagne rien, c'est une année clairement ratée. Et quand on rate à la Juve, tu ne peux pas passer 10 jours sans respirer. Agnelli disait plusieurs fois, moi j'appelais mes entraîneurs au téléphone à 6 heures du matin pour les mettre au diapason du niveau d'excellence de la maison Juventus, de la maison Fiat. Oui. Et beaucoup ne respiraient pas à cause de ça. Donc si vous n'avez pas ce niveau d'excellence, vous risquez de chuter. Et Luciano Moggi, en arrivant aux manettes, au pouvoir, il comprend rapidement qu'il faut mettre ça en œuvre. Et en effet, Marcello Lippi a les cartes en main pour remettre à jour la Juventus. Et certains joueurs vont le payer cher, notamment Roberto Baggio. Alors justement, on va parler de la triade dans quelques minutes, hein, puisque c'est un gros chapitre de ce podcast-là. Mais voilà, il faut bien préciser une chose, c'est qu'à ce moment-là, le président de la Juventus, ça reste Vittorio Chessotti di Cusano, qui le restera d'ailleurs jusqu'en 2003. Mais la vraie personne qui prend des décisions, évidemment, c'est Agnelli, hein, c'est l'avocato, c'est Gianni Agnelli qui donne les informations. Et bien sûr, c'est le RPR. Absolument. Oh. Et à côté de ça, non mais avant de partir justement à la révolution de l'été 94, je tiens juste à préciser d'autant plus que ce que disait Gilles Christ, c'est qu'effectivement, à partir de 1986, la Juventus ne gagne plus aucun titre, ce qui est assez exceptionnel. Donc incroyable. Presque pendant 8 ans, il y aura plus rien. À côté de ça, la Juve fait des efforts, Nams, pour réussir, puisqu'il y a des champions du monde comme Kohler, comme Möller qui arrivent. Il y a le meilleur joueur du monde, Roberto Baggio, qui est dans ce club-là. Et pourtant, la machine a du mal à redémarrer. Il gagne en 93 la Coupe de l'UEFA, mais le titre de champion n'apparaît toujours pas. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il fallait prendre une décision drastique qui va arriver à l'été 94. La Juve ne peut plus rester dans ce marasme depuis le départ le marasme dans lequel elle est depuis le départ de Platini. Exact. Donc là, on aura, comme tu l'as dit, des champions du monde et des joueurs très importants. Il y aura aussi quand même quelques joueurs étrangers, comme Robert Jarni, on aura Deschamps qui seront là, on aura Jürgen Kohler, on aura aussi Paulo Sousa, qui seront, pour certains, des joueurs très importants. Et justement, c'est là où la Juve se remet à gagner. C'est cette saison 94-95, c'est le retour de la Juve sur la scène nationale déjà. La Juve reprend son bien et elle gagne même la Coupe d'Italie, ce qui est plutôt un trophée. C'est pas un trophée qui est très important pour la Juve, mais voilà, c'est un trophée qu'elle gagne cette saison-là. Elle fait le doublé et on a quand même un joueur qui va tirer son épingle du jeu et qui va marquer énormément de buts. Et bien sûr, c'est un joueur que je pense que Gilles Christ appréciera, qui a joué à l'OM et qui a fait une très grande saison. Alors c'est à partir de 94, la saison 94-95, donc c'est à cet été-là que tout commence, hein, puisque c'est à cet été-là qu'arrive Roberto Bettega qui était une star de la Juventus dans les années 70 et qui est nommé vice-président. Il y a Antonio Giroud qui va être l'administrateur délégué et Luciano Moggi, le directeur sportif. À eux trois, Damas, ils vont tisser une toile d'araignée gigantesque qui va permettre à la Juventus de dominer sans partage de manière complètement dictatoriale.
Je te parlais d'un Absolument, point de vue juste systémique, c'est-à-dire d'être en avance sur tout le monde, de mettre des pressions sur des totalement. joueurs, sur des agents. Mais absolument. La Juve, toi, d'une tisse d'araignée qui a perduré jusqu'au Calciopoli. C'est-à-dire, on parle de 10 ans, de 12 ans. Et ils n'ont pas peur de dire 15, car la Juve, car ces hommes-là, ces trois individus, ont également eu le projet de créer le Juventus Stadium que nous voyons aujourd'hui. Et Luciano Moggi dira justement que c'est pas normal que nous ne soyons pas célébrés alors que l'idée est venue de nous. Mais c'est pour vous dire à tel point que ces individus-là étaient en avance sur le football européen. Pourquoi? Parce qu'on a positionné des agences sur l'ensemble, même, je dirais même de l'Italie, et en positionnant des pépites. Et par rapport à ça, le recrutement qu'a mis en place la Juve a été fait aussi pour que l'IPI aussi puisse s'exprimer. C'est-à-dire, on va recruter des joueurs qui vont répondre à un système. C'est comme la Fiat, bien entendu. Quand on parle de l'ouvrier italien classique, il est là pour répondre à un modèle. Il est là pour répondre à un modèle. Alors, il y en a certains. Mais bien sûr, il y en a certains qui vont bien entendu s'en sortir, en parlant bien entendu de Alessandro Del Piero, El Pintoricchio, qui va lui, en effet, sublimer bon nombre d'Européens que nous sommes. Mais des individus lambda de devoir, tels que Birindelli, Pesotto, ils vont clairement baser leur carrière sur l'image de la Juventus. Exact. Et par rapport à ça, il faut bien en leur appris, car c'est clairement l'institution juive qui a fait en sorte à ce que ces joueurs soient très forts, car je ne suis pas sûr que Pesotto, jouant à Piacenza, soit si fort qu'il a été, notamment contre l'Ajax. Alors ça, justement, ça va être le système Marcello Lippi qui va mettre en place, où il y a tous ces nombreux joueurs, et dont on reviendra un peu plus tard dans ce podcast-là, qui, quand ils rentrent dans l'équipe de la Juventus, ont pour objectif de ne pas faire baisser le niveau général de cette équipe. Absolument. Et c'est aussi ce genre de rotation qui va permettre à la Juventus de briller en Champions League tout en s'assurant d'être le numéro 1 en Italie. Et justement, le choix, un des premiers choix de cette triade, j'écris, c'est justement le choix Marcello Lippi. Parce que cette Juventus, c'est certes une idée de la Fiat, c'est certes une triade, mais il y a une personne qui fait partie de ce quatuor, de ce quintet magique, c'est Marcello Lippi. Cette Juventus dont on traite, c'est la Juventus de Marcello Lippi. Oui, c'est la Juve de Marcello Lippi qui vient succéder au grand technicien des années 80, Giovanni Trapattoni. Donc en venant justement dans cette Juve nouvelle version, et qui va imposer son style et son rythme. Parce que là, c'est vrai qu'on a parlé de triade avec Moggi, Girotto et Bettega. On aurait pu parler d'un quatuor, puisqu'il y a encore donc l'avvocato Agnelli, mais c'est effectivement, comme tu l'as dit, Reda, c'est un quintet, puisque le choix sportif, notamment au niveau technique, ça, il va être porté par Marcello Lippi, qui ne va pas tarder à faire des choix qui vont être forts par rapport à l'avenir de cette Juventus. Notamment le choix, par exemple, d'être dans une relation qui va être houleuse avec son capitaine, Roberto Baggio, tout au long de la saison 94-95, entre blessures et on va dire de divergence de vue au niveau tactique, et après au niveau donc du choix sportif qui va être donné vers d'autres joueurs, notamment Alessandro Del Piero, même si donc les dirigeants de la Juve ont montré on va dire pas mal je dirais pas de peu de gratitude envers Roberto Baggio, de la dureté, de la dureté justement, en lui proposant donc des conditions de prolongation qui sont indigentes pour un joueur de sa trempe. Mais vraiment, c'est ça, ce genre de proposition, c'est vraiment le pousser vers la sortie. Le pousser vers la sortie, mais de façon assez subtile. De façon à manière à dire que c'est lui qui est voulu partir. Et ça, c'est pas très classe. Non. Alors c'est pas une question de classe. Alors bien sûr là en fait justement on va parler c'est la Juventus Turin dont on parle dans ce podcast là, c'est celle de la Fiat et c'est une entreprise presque du 440 et il y a pas de place au sentiment. Et ce qui est important aussi, parce que Chris parlait justement de ce défi de Marcello Lippi, le premier défi c'était justement de faire jouer Del Piero, Baggio, Vialli, Ravanelli, etc. tous ensemble. Et en fait j'ai l'impression, c'est la lecture que je fais de ce départ de Roberto Baggio, le départ forcé. En fait, ça me dit surtout à quel point la triade est tellement puissante qu'elle est capable de ridiculiser administrativement le meilleur joueur du monde. Parce qu'on l'a pas dit encore une fois dans ce podcast-là, on aura l'occasion de le dire dans différents podcasts, soyez attentifs, chers auditeurs, on va vous faire plaisir avec Roberto Baggio, mais on parle du meilleur joueur du monde, Nams. Exact, on parle du joueur qui brille, on
on parle d'un ballon d'or, on parle d'un champion, et c'est, c'est, c'est un joueur justement qui a brillé, hein, qui a brillé à la Juve, qui a gagné, qui a été, qui a été super important, et justement, il a peut-être sur la fin pas été estimé à sa juste valeur. C'est pas un départ qu'il a voulu, et justement, bah, cette collaboration, cette tentative Del Piero, Viali, Baggio, bon, ça n'a pas forcément collé comme tout le monde l'espérait, mais voilà, il fallait faire de la place. Il fallait faire de la place à un jeune qui montait, à un jeune qui grimpait et qui symbolisait euh, un nouveau souffle, hein, et Bien qui sûr. symbolisait un nouveau souffle pour cette Juve. Et ce joueur prometteur était aussi considéré comme un génie. Donc, pour les dirigeants de la Juve, il était un peu compliqué de faire la place à deux génies qui, voilà, Del Piero a commencé à gauche, C'est Baggio ça. jouait dans l'axe, mais voilà, on considérait peut-être que Del Piero, le génie de Del Piero pouvait s'exprimer autre part, à un autre poste. Et bon, il l'a remplacé, et de quelle manière? Et de Et quelle si je, manière? et si je peux rajouter par rapport à un détail par rapport à ce que vient de dire Nam, c'est aussi le langage corporel de Roberto Baggio pendant toute la saison a été très compliqué. Il faut bien mentionner que dès le début de la prise de pouvoir de Lippi, lors des tout premiers mois, Baggio mentionne que Lippi dirige le vestiaire comme un dictateur. Alors pour plusieurs d'entre nous, nous sommes d'origine africaine, nous savons de quoi nous parlons. Donc Bien quand on sûr. emploie de tels mots, mais quand on emploie de tels mots, forcément ça va avoir une conséquence mais incroyable, surtout quand on parle de la Juve. Et Exact. Luciano Moggi va toujours mettre en place la première règle d'un grand club, c'est le club qui passe avant les joueurs. Alors le fait de ne pas prolonger Roberto Baggio, ça a forcément une conséquence sur tout le reste de l'Europe. Ça, c'est important. On va également signer le contrat pour Del Piero par rapport à Adidas. Donc ça aussi, c'est un point important où la Juve est là. Et forcément, quand Del Piero est signé par un tel équipementier dont on connaît la splendeur ensuite sur le monde du football, ça va forcément une conséquence. Et donc, la Juve se positionne comme étant d'abord une équipe avant d'être d'abord des grands joueurs. Et ça s'est vu lors de la Ligue des Champions 96 où le rythme qu'ils ont mis à l'Ajax, c'était concrètement jamais vu pour ma part concernant la Juve. Bah, concrètement, là, Damas il vient de donner le premier argument qui va dans l'intérêt de ce quintet, c'est qu'en fait, ils ont bien fait de choisir Del Piero à la place de Baggio, puisque dès la saison 95-96, Gilles Christ, ils sont champions d'Europe. Ils sont champions d'Europe et c'est vrai que c'est vrai qu'on aurait pu revenir sur le 94, comment ça s'est passé, hein, avec les joueurs qui sont arrivés, qui étaient présents, donc les arrivées des joueurs comme Deschamps notamment, qui sont Taquinardi. Taquinardi, effectivement, qui sont arrivés donc à ce moment-là, des joueurs clés, hein, qui vont faire partie du rouage des rouages de la Juve et qui ont construit les succès. 95, effectivement, donc avec le titre de champion, dont Nams a parlé tout à l'heure, et pour ceux qui ne le savent pas, et je sais qu'il y a beaucoup de Parisiens qui nous écoutent, voilà, un joueur comme Fabrizio Ravanelli, avant d'arriver à Marseille, marquait 30 buts à la Juve. Donc, Merci Gilles. Ah oui, bien, Et clairement. aussi en finale, en finale de la Ligue des Champions, le but est compliqué, le but est très compliqué à mettre. Et le but est compliqué. Et encore une fois, si des Parisiens, à date d'enregistrement, ont accompli les mêmes choses, qui nous appellent, je suis désolé pour Nams, hein, pour Passion Saint-Germain, mais effectivement, j'attends ces supporters parisiens par rapport à Ravanelli, oui, il s'est fait un croche-pied, etc. Voilà, voilà. Alors, cessons de nous dire, voilà, je voulais faire ce petit taquet pour que nos amis parisiens cessent de nous distraire avec Fabrizio et Ravanelli. Alors, pour répondre à ce taquet, il y a eu quand même eu Marco Simone qui a fait quand même des beaux exploits au Milan et qui a quand même lui aussi une Ligue des Champions dans sa poche. Ce Parisien. Oui, mais bon, disons que Simone était, on va dire, en sortie de banc, alors que Ravanelli sur l'année 94-95 marque ses 30 buts, et sur la saison 95-96, comme tu le disais, il marque, il est déterminant, notamment en finale. C'est le meilleur buteur du club à la saison 95-96. Ah oui, mais c'est quelqu'un qui concrètement ne rigole pas, notamment sur cette saison-là, même s'il marque moins de buts, hein, bien évidemment. Mais voilà, les buts qui comptent sont faits sont marqués de sa part, et surtout sur cette Juve, le Real est bien placé pour en parler. Subit déjà les premières foudres de Monsieur Alessandro Del Piero sur coup franc. Après avoir gagné au match aller, hein. Après avoir gagné au match aller, tout à fait, mais c'est là que l'histoire
de la bête noire du Real Madrid qu'est la Juve dans les années 90 va commencer et va mettre du temps avant de se refermer. Ouais. Parce que sur cette Ligue des Champions, hein, c'est 3 buts à l'extérieur contre Dortmund, c'est des victoires 3-0 contre Bucarest, 4-1 contre les Rangers, 4-0 au match retour contre les Rangers. C'est vraiment extraordinaire, c'est but après but. Il y a ce match retour contre le Real Madrid que la Juventus gagne 2-0 avec un but notamment de Del Piero sur coup franc. Il y a cette demi-finale contre les Nantais, 2-0 et une défaite 3-2 au match retour. Controversé, hein, controversé. Les Nantais n'ont pas digéré pas du tout. le déroulé du match aller. Et pense même qu'ils auraient pu aller en finale à la place de la Juve. Bah dans ce cas-là, il aurait fallu ne pas se séparer de certains de leurs meilleurs joueurs de la saison précédente. Mais je pense que c'est aussi comme ça qu'ils réfléchissent du côté de Nantes. Mais c'est vrai que ça peut être un bon argument dans la mesure où la victoire finale de la Juventus se fait aussi sur les tirs au but. Donc il n'y a pas vraiment forcément voilà, ça commence à être difficile sur la fin de saison. Et là, c'est un petit peu les premiers signes entre guillemets, Damas, qui vont nous accompagner tout au long des 3-4 années qui suivent. C'est que voilà, la Juventus, à force de finir en finale chaque année, en fait, elle joue énormément de matchs. Elle joue énormément de matchs. Elle se prépare aussi fortement à ce genre de saison prolongée. Et en effet, malgré le fait qu'elle soit quand même présente, hein, parce que quand on regarde la fin de saison 95-96, la Juve fait un parcours quand même très impressionnant en championnat, hein, où elle aligne plusieurs victoires, malgré le match nul au Milan, la Roma également. Mais la Juve est un rouleau compresseur concrètement en championnat. Mettre plus de 3 buts, c'est pas difficile. Non, en effet, parce que les tarifs qu'ils appliquent, justement, sont assez conséquents. Moi, quand je vois, par exemple, la Lazio prendre 4-2, 0-5 contre Padova, Cagliari qui prend 4-1, la saison 95-96 est pour moi la plus aboutie. Mais, en tout cas, au niveau de la Juve, et surtout au niveau, je dirais même, sur le terrain, les prestations de la Juve sont quand même impressionnantes. Et quand tu parles d'énergie, justement, qu'émet la Juve, cette finale 96, la première mi-temps que fait la Juventus, l'Ajax ne respire pas. L'Ajax ne respire pas. Moi, concrètement, quand on a l'image des Italiens, c'est d'habitude une équipe qui prend son aise, qui va t'aspirer comme une espèce de toile d'araignée et en contre-attaque te gifler comme pas possible. Mais la première mi-temps que fait la Juve, elle surprend tout le monde. Elle surprend absolument tout le monde, notamment les Ajacides qui ne maîtrisent pas ce genre de concept avec un Van der Sar qui fait une sortie. Oh là là, enfin bref, justement, lui à la Juve va clairement échouer. Et quelque part, ce titre fait du bien. Moi, quelque part, ce titre me fait, enfin, quand je revois les images de ce titre en 96, ça me paraît logique, en fait, que la Juve l'emporte autant, parce que la manière avec laquelle elle jouait des personnes décidées, on avait l'impression que c'était des personnes décidées. Mais je veux même faire le parallèle avec Ferrari, parce que j'ai suivi la Formule 1 avec Ferrari. Jean-Todt est arrivé, et quand Jean-Todt est venu, il a mis également la pression. Mais qui est le patron de Jean-Todt? Agnelli. C'est Agnelli, c'est Luca Di Montezemolo, tous ces gens-là, ça se retrouve sur le terrain et concrètement, c'est normal de voir la Juve titrer. Mais par contre, en 97, quand mon Dortmund est arrivé en finale, concrètement, plusieurs personnes pensaient que c'était impossible et on a été surpris de voir la Juve autant dépassée par les événements et ne pas maîtriser son sujet. Non mais là, t'es parti un peu trop vite parce que toi, tu parles de 95-96. L'équipe, pour moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est surtout 96-97. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Voilà, et qui se termine justement par cette défaite en finale de Ligue des Champions contre Dortmund. Quand on s'arrête sur la saison 96-97, bon, déjà, ça commence avec certaines ambitions au niveau du mercato. Il y a bien sûr, il y a Vieri, il y a Boxic qui vont arriver. Il y a aussi les seconds couteaux comme Montero aussi qui vont arriver à ce moment-là. Et puis, il y a Zinedine Zidane aussi. Zinedine Zidane qui va être le facteur X du système Lippi. Et qui va arriver au fur et à mesure, qui va monter en puissance. Hein. C'est vrai que ça commençait difficilement, notamment la préparation. On est revenu sur un épisode à ce sujet par rapport à Zidane, et à partir du moment où il arrive à trouver la bonne carburation contre l'Inter avec ce fameux but, et la Juve va devenir injouable, voire irrésistible, que ce soit sur la scène nationale. Et aussi sur la scène européenne, hein. On se souvient de cette super coupe d'Europe où le PSG encore une fois prend 9 buts en 2 matchs, hein, dont 6 au Parc des Princes. 6 au Parc des Princes. Un 6. 5 buts sur le but arrêté. Et vous savez que je me rappelle en fait de ce moment-là. Pourquoi? Parce que j'étais pas encore très éveillé par rapport au foot, mais en fait il y avait un sponsor qui était présent, qui s'appelle Unica,
et qui avait fait sortir un ballon et en fait on va dire qu'ils étaient sponsors autour du match. Et donc du coup, c'est pour ça que moi je me souviens du match 1-6 en fait parce qu'il y avait écrit sur ce ballon-là le match PSG Juventus avec le score en fait dessus. Et quand je l'avais revu quelques années plus tard, je me suis dit mais quand même le Paris Saint-Germain a pris 6 buts à domicile et après a pris 3 buts à Palerme dans une finale où il y avait beaucoup plus de supporters de la Juve en Sicile que à Turin. Oui, parce que après ça aussi, ça peut être intéressant d'en parler, mais effectivement, la Juventus est le club le plus supporté dans toute l'Italie. C'est à Turin et c'est le Torino qui est plutôt supporté, mais à l'échelle de l'Italie, la Juventus est très souvent à domicile, quoi qu'il arrive. Mais par contre, avant de le Paris Saint-Germain, Damas, rappelons que la Juventus est championne intercontinentale. Contre River. Ouais. Contre River, hein. En effet, contre River, avec un but magnifique de Del Piero, encore une fois. Quelle classe! Mais concrètement, c'est l'avènement de Del Piero au travers de cette rencontre et même de cette période, en 96-97. Concrètement, c'est sans doute, il est dans le top 3 mondial, sans équivalent. Un match qui était vraiment pas facile, hein, parce que le but était marqué 80e minute, donc c'est assez compliqué. Mais la Juve l'emporte sur toutes les compétitions possibles. C'est un aspirateur à trophées. Et concrètement, on peut considérer que c'était donc le meilleur club du monde en ce moment-là. Ça a été clairement justifié par cette victoire. Moi, j'aimerais poser une question à Nams. Quel est ton rapport avec Del Piero? Parce que tu dis Edgar Davids. Je peux te comprendre parce qu'on l'aime tous, Edgar. Mais quel est ton rapport avec Del Piero? J'ai envie de t'entendre en tant que supporter bianconero. J'ai besoin de certains détails, s'il te plaît. Mais Del Piero, c'est un joueur que je trouve excellent. C'est un joueur très complet. Un joueur très complet. Mais je trouve que sa blessure, elle me fait mal parce que c'était un joueur qui était explosif, qui était très rapide. Après, il a eu l'intelligence de changer son jeu. Il a eu l'intelligence de changer son jeu. Et le truc, c'est que la Juve n'attend jamais personne. La Juve n'attend personne. Si t'es blessé, si tu baisses de niveau, la Juve ne t'attend pas. Vraiment. La Juve a attendu Del Piero, que ce soit en 99, 2000, 2000, 2001. Il avait perdu son père aussi lors de cette période-là. Tout à fait. Et il avait mis un but qu'il avait libéré, je crois, Paris. c'était contre Paris, un but qu'il a Paris. libéré. Et on a quand même affaire à un génie, mais qui, au fil des années, il sera plus ou moins en retrait. Il n'attirera pas la lumière sur lui. Il joue pour la Juve, il joue pour gagner, mais il n'attire plus la lumière, même si c'est peut-être le joueur le plus important de l'effectif. Et c'est un joueur qui est vraiment magique. Il a tout, en fait, il a tout. Et il a tout, tout, sauf la vitesse au fil des années, malheureusement. Il a tout, notamment sur cette saison 95-96 où il finit meilleur buteur de la Juventus avec 15 buts. La Juventus qui finit championne aussi de Serie A avec seulement 3 défaites et qui continue justement son parcours en Ligue des Champions sur les mêmes bases, pas sur les mêmes bases que l'année d'avant, même s'ils sont capables de mettre 5 buts au Rapid Vienne, au gagné en Turquie facilement aussi. Mais voilà. 97, Reda. Hein. Oui, 96-97, donc la suite de la saison précédente. Qui il rencontre aussi l'Ajax, qu'il batte 2 fois. Deux fois. Avec un Zidane, avec un Zidane stratosphérique. Hein. Incroyable. Et c'est justement là, en fait, que la Juve fait peur, en fait, que la Juve effraie. Parce Vraiment. que quand on voit le symbole de puissance qu'il y a eu sur cette demi-finale de Coupe d'Europe, franchement, c'est là, ouais, franchement, là, tu te dis, ça va être compliqué de battre cette équipe-là, surtout que tu as vu des 1-6 Oui. déjà contre Paris et aussi à Milan, contre Milan en début avril. Donc là, après qu'ils enchaînent ensuite dans la foulée sur une victoire à Amsterdam et après 2 semaines après sur une fessée toujours contre cette équipe de l'Ajax, la finale, tu te dis que ça va être une formalité. Tout à fait. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais là, il faut demander à Damas, puisque c'est son Dortmund qui a gagné. Hein. C'est ça, j'aurais des détails à donner. Déjà, par rapport à cette finale, Dortmund, concrètement, n'avait rien à perdre. Je me suis permis de revoir un petit peu les contextes actuels du passé, comment Dortmund affrontait cette finale, n'avait rien à perdre, mais il y avait un joueur majeur qui s'appelait bien entendu Matthias Sammer, qu'il ne faut pas oublier. Et en fait, il venait d'être champion d'Europe aussi en 96. Il y a quand même pas mal de joueurs qui composent cette équipe de Dortmund qui sont champions d'Europe. Donc, attaquer une finale avec des personnes avec autant d'éléments forts, vous pouvez faire face à ça. Par contre, côté Juventus, Lippi dira
que Angelo Peruzzi est parti la veille en avion fêter la naissance de son enfant, ce qui peut paraître légitime, mais il considérait que l'attitude des joueurs n'était pas trop optimale pour affronter cette finale-là, et il dira que ça sentira vraiment mauvais. Encore une fois, Lippi, à la mi-temps, Dortmund mène 2-0. Il ne rentre pas dans les vestiaires, il fume le cigare. Mais il faut vous dire à tel point que Lippi, pour lui, dans son management, il s'attend à ce que des joueurs soient des adultes, soient des professionnels et soient d'un très très haut niveau pour gérer les situations de crise. En effet, c'est ce qui va se passer avec un but exceptionnel d'Alessandro Del Piero que j'invite à tout le monde de regarder ce but. Mais lui marque en finale. Bien sûr, il marque en finale. Oui, effectivement, ouais. Tout à fait. Thierry Henry. Mais par contre, ce qui est frustrant, c'est que on a l'impression que la Juve a pris un petit peu de haut cette finale. Il a mal affronté comme il fallait et ça a amené à cette défaite avec Lars Ricken qui va donc mettre un coup de poignard dans le dos. Alors ce but, il rentre quoi 15 secondes avant, 30 secondes avant. Je pense qu'on a tous vu sur Eurosport les UEFA Champions League Classics qui passaient pendant les vacances scolaires, pendant les vacances de Noël, etc. Et ce but, il est dingue. Il rentre, c'est son premier ballon. Son premier ballon, pas de contrôle de balle, rien. Et il met ce lob sur Peruzzi. Et Peruzzi qui peut que constater les dégâts en regardant le ballon rentrer dans ses filets. Et bon, Lars Ricken aura mangé sur ça. Hein. Il aura mangé sur ça durant toute sa carrière. Parce que pas qu'il soit pas bon, mais il aurait eu beaucoup de blessures, etc. Mais voilà, c'est dommage un peu. C'est dommage, c'est un peu incompréhensible que la Juve puisse perdre ce type de match, sans manquer de respect à Dortmund, qui avait une très bonne équipe, hein, des Chapuisat, des Andreas Möller, des Sammer, des Paulo Sousa, qui était, l'année d'avant, qui était champion d'Europe avec la Juve, et qui est champion avec Dortmund. C'est parfait pour lui. Parfait. Exactement, des Jürgen Kohler, Riedel, qui met ce but, dans cette surface, cette demi-volée avec après, là, à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a, en fait, quand vous regardez un peu plus près le palmarès, entre guillemets, de la Ligue des Champions à ce moment-là, c'est que le vainqueur de la C1 perd la finale l'année d'après. Le Milan qui perd contre l'Ajax en 95, l'Ajax qui perd contre la Juve en 96 et la Juve qui perd contre Dortmund en 97. Donc il y a cette idée, bon, on a l'habitude, mais ce qui est déjà très important, c'est quand même, ça vous montre que cette équipe est capable, sur 2 saisons d'affilée, d'aller en finale de Ligue des Champions. Et c'est suite à cette défaite finalement qu'on attaque la saison 97-98, une saison qui est particulière aussi parce que là, en ce qui concerne le mercato, on a des joueurs qui vont arriver comme Filippo Inzaghi, qui a joué à la Juventus après avoir été meilleur buteur du championnat avec l'Atalanta. Il y a aussi 24 buts. Ouais. Oui, Birindelli aussi qui arrive au club, Davids plus tard dans la saison. C'est quoi l'état d'esprit de la Juventus? C'est de rectifier le tir, Gilles Christ, par rapport à la saison précédente et de continuer à faire le doublé qu'ils n'ont pas fait les 2 saisons précédentes. Ah, mais en fait, c'est de rester, on va dire, soi-même, hein, quand on est la Juve de cette époque-là, et ça se caractérise aussi par rapport au niveau de Zinedine Zidane. Donc, continuer d'avoir cette régularité dans les efforts, dans la performance pour pouvoir dominer le championnat d'Italie. Et surtout que les rivaux commencent à arriver et qui commencent à aussi devenir assez féroces. Hein. Ronaldo arrive à l'Inter. Les interistes ont la ferme intention de redevenir champion d'Italie. Face à une équipe de la Juve qui est toujours cette machine en Italie et qui justement va faire encore plus grosse impression par rapport en championnat par rapport à l'année suivante, même s'il y a pas mal de rencontres où il y a des matchs nuls sur la fin de saison, mais c'est vrai qu'il y a eu un gros départ de la part de la Juve avec des victoires précieuses et aussi sur la scène européenne. Voilà quoi, gagner, enfin voilà donc faire des performances contre les Manchester dont ils ont l'habitude de battre, de beauté, oui, de beauté effectivement. Bien même sûr. si Manchester gagne, 3-2, 97-98, le match. Mais les matchs qui comptent, la Juve ne va pas pardonner les équipes à la moindre défaillance, que ce soit Kiev. Avec Zidane qui fait un triplé de passes décisives en Ukraine. Et Inzaghi qui fait un triplé tout court. Et il faut parler sur ce triplé de passes décisives, la passe téléguidée qu'il fait à Del Piero, si je ne dis pas de bêtises, la passe c'est dingue. Ouais, en fin de match. Sur le 4e but, ouais. Oui, la passe c'est dingue. C'est hallucinant.
Mais en fait, ce qui est impressionnant, et là, c'est le focus que j'aimerais faire, mais vraiment de manière assez importante, c'est qu'effectivement, on aura l'occasion de le dire dans un futur podcast. Del Piero, il a un niveau stratosphérique, 32 buts sur l'ensemble de la saison, 21 en championnat. Mais celui qui joue le plus de matchs, c'est Zidane. Grosso modo, Damas, il manque que Ronaldo à la Juventus pour avoir les 3 meilleurs joueurs du monde. Mais concrètement, c'est ce qu'il en est, parce que Zidane trouve enfin le rythme adapté. Hein. On se souvient tous de l'arrivée de Zidane à la Juve où ça a été très compliqué, notamment au niveau de la densité physique, de la densité même professionnelle que la France ne connaît pas. Hein. Il faut quand même le mentionner. On voit qu'il y a un écart de niveau entre la France et la Juve. J'insiste bien, avec la Juve par rapport à l'Italie. Et concrètement, les premiers temps vont être très compliqués. Zidane va avoir toute la confiance de Marcello Lippi. Zidane dit plusieurs fois, je veux rentrer à la maison, j'en peux plus. Lippi lui donne une confiance inébranlable. Tu es le meilleur joueur du monde, c'est toi le meilleur ici. Et c'est un discours qui correspond parfaitement à la maison Juve. C'est-à-dire, on n'accepte pas la deuxième place. On n'accepte pas le fait que tu sois simplement que bon joueur. Dans la mentalité des joueurs de la Juve, tu es le meilleur. Il y avait une séance, une petite anecdote que Angelo Di Livio dira. Gianluca Vialli arrive à l'entraînement la veille. Il se dit, ah non, c'est pas normal que j'arrive le deuxième ou le troisième. Donc demain, je vais arriver à 6 heures du matin le premier. Et il arrive en pensant qu'il est le premier. Et quand il voit qui en train de se masser, Angelo Di Livio. Et il dira, c'est raté aujourd'hui. Reviens demain. Reviens demain. Il faut que les auditeurs comprennent que la Juve, c'est pas n'importe quoi comme on le voit actuellement. Exactement. Et ça m'énerve de voir les choses comme ça. Et concernant Zidane, pour revenir à la saison 97-98, concrètement, l'échec qui a eu lieu en 97, c'est mal passé. C'est très mal passé pour la tête d'Omoji. Il y a une tête de Luciano Moji que j'ai à la maison, que j'ai montré en photo. C'est mal passé. Donc, en 97-98, on vient avec le couteau entre les dents pour en terminer avec cette histoire. Et concrètement, Manchester, vous avez parlé de Manchester, mais c'est surtout Monaco. Monaco a pris une baffe en demi-finale que Barthez se souvient encore aujourd'hui. Ah, on peut encore parler de Del Piero. Non, mais... Lui qui met des triplés en demi-finale. Et en plus, qui se fait siffler, hein. Il met un triplé, mais il se fait siffler. C'est dire l'exigence des supporters. L'exigence de la Juve. Et il marque aussi au match retour que la Juve perd. Mais du coup, finalement, c'est Chris, là, donc, ils finissent premier pour la deuxième fois de suite en championnat. Troisième finale de Ligue des Champions d'affilée, ce qui est assez extraordinaire. Mais deuxième défaite déjà. Oui, contre un club qui était en quête de retrouver son histoire avec une Septima. Donc c'est vrai que c'est une... Là, je suis en train de penser, la dernière fois que le Real a gagné la Ligue des Champions, t'avais peut-être 80% des mecs de la Juve qui étaient pas nés. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Limite, oui, effectivement. C'est ça qui est terrible. Et surtout, par rapport à ça, il faut se dire aussi que la Juve, je dis pas qu'elle était confiante, mais on en avait parlé un petit peu dans Esprit Madridista sur le podcast qu'on a fait sur la Septima. Le Real Madrid n'avait même pas préparé de champagne pour la victoire. Hein, alors, et donc, du coup, ils ont dû trinquer. Pardon. Je te promets, Damas. Oui, c'est vrai. Le Real Madrid n'avait pas préparé de champagne pour la célébration. Ils ont pris le champagne de la Juventus que la Juve leur a offert à l'issue du match pour justement célébrer. Exactement. J'ai une question à te poser. Oui, quel a été le meilleur joueur pour toi du Real Madrid au cours de cette finale? Le meilleur joueur, 98. Le meilleur joueur. Après, les gens vont dire que c'est facilement le buteur, mais je pense que la confrontation de Hierro avec les attaquants de la Juve a été très importante, et surtout que en fait le comportement défensif qu'a eu le Real ce jour-là, après notamment les 20 premières minutes, où le Real franchement peut perdre pied à tout moment. Montre déjà le caractère de cette équipe-là qui s'est autogérée sur la fin de saison, et mais aussi sur cette Juve aussi qui sur la fin de la saison on commence à tirer la langue quand même. Hein. Même s'il y avait hors-jeu. Oui, pour moi, il y avait hors-jeu. Non. Si. Il y avait hors-jeu, mais bon, la Juve a été décevante offensivement sur ce match, avec un Del Piero qui se blesse. Et cela conditionnera sa Coupe du Monde, mais c'est vrai que cette défaite, elle est dure, et on a un Zidane qui est important au jeu de Lippi, mais qui commence à avoir cette étiquette de chat noir parce qu'il perd en 97.
il perd en 98, et il a aussi perdu en 96 avec Bordeaux. Donc il n'a pas encore cette image de superstar, parce que même s'il est très fort, il n'a pas gagné. Et tant que tu ne gagnes pas, tu peux être très fort. Si tu ne gagnes pas de trophée majeur, tu n'es pas vraiment considéré comme un top player. Ce qui n'est pas encore son cas, et ça va être réhabilité quelques mois plus tard, mais voilà, la Juve perd encore, mais malgré ça, la Juve démontre une certaine régularité. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte de la difficulté de faire 3 finales de suite Tout à fait. de Ligue des Champions. En étant minimum deuxième en championnat aussi. Hein. Exactement, je dirais même plus loin. 4 finales de Coupe d'Europe d'affilée avec cette défaite contre Parme en 95. Il faut se rendre compte du niveau d'exigence, de ce niveau d'excellence que voulait atteindre la Juve. Parce que même si la Juve ne gagne qu'une fois sur ces 3-4 finales, mais pour y aller, c'est très compliqué. C'est très compliqué déjà, aller en finale une fois, c'est compliqué. Mais de réitérer cela, ça n'a rien de normal. Comme on le dit toujours, perdre, c'est normal. Mais gagner, c'est très compliqué. Mais j'ai l'impression que ça en dit long aussi sur, et là on va rentrer un petit peu dans cette discussion un peu pour égratigner cette Juventus exceptionnelle qu'on vient de traiter. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a cette idée où on est des professionnels, on tire l'excellence de chacun d'entre nous, on montre à tout le monde qu'on est les plus forts en atteignant le maximum, en battant tout le monde et en arrivant en finale de toutes les compétitions. Mais en fait, j'ai l'impression que il y a cette idée où on est les meilleurs professionnels, mais pas forcément les meilleurs sportifs dans le sens victorieux du terme. J'ai l'impression, Damas, que arriver en finale de Ligue des Champions, c'était la preuve qu'on était les meilleurs, mais que cette idée de victoire, bah ça demandait une certaine folie, une folie que la Juve ne se laissait pas le droit d'avoir. Mais c'est même la caractéristique de la Juve de Capello que nous avons déjà traité ici chez les libéraux. Encore une fois, alors je vais parler d'un joueur qui a également été un point important de cette Juve 94-99, Torricelli, arrière droit, capable aussi d'évoluer sur le flanc droit dans un 3-5-2 et même des fois dans un 3-5-2 en défense centrale. Torricelli dira que le niveau d'exigence, la loi du détail qu'on apporte à la Juve peut des fois vous empêcher d'être vous-même. Lippi a plusieurs fois repris Torricelli par rapport à la cigarette. Il ne supportait pas, et à la Juve c'est comme ça, on ne supporte pas de présenter une mauvaise image. Donc le degré, je dirais, de folie, de spontanéité peut envenimer justement cette partie de folie qu'a besoin la Juve. Moi, je me souviens très bien, pour sortir un petit peu du contexte 94-99, le 8e de finale de Ligue des Champions que fait la Juve en 2005 contre le Werder de Brême, ça a été extrêmement difficile de passer. Ça s'est joué vraiment, mais on a vraiment tiré les cheveux. Ça résume la Juve. C'est la Juve. Et c'est la Juve. Et quelque part, c'est frustrant d'en arriver là. Il a fait le parallèle, par exemple, avec Edmundo, pour revenir à Torricelli quand il est parti à la Fiorentina. Il dira que Edmundo, c'est un individu qui est incapable de performer dans le temps, mais sur une seule rencontre, il est capable de vous enflammer, l'animal. Mais bon, la Fiorentina, encore une fois, les problèmes caractériels qu'on connaît avec Batistuta et Edmundo dans un seul vestiaire, ça aussi, c'est un autre sujet. Mais ce côté-là a, selon moi, empêché la Juve concrètement de se sublimer, notamment au cours de cette finale face au Real Madrid qu'elle était censée remporter, mais Inzaghi malheureusement a raté. A raté. Il a vraiment, il faut le dire, Inzaghi s'est vraiment troué. Et ça s'est joué sur la saison 98-99 qui a été tout simplement catastrophique. Catastrophique parce qu'il y a la grosse blessure de Del Piero et ça continue d'être catastrophique jusqu'au licenciement, je crise de Lippi en février. Finalement, cette saison 99, elle a été oubliée par tout le monde, d'autant plus que elle récupère aussi des joueurs qui sont complètement cuits, que ce soit les Français champions du monde, Deschamps et Zidane qu'on ne reconnaît plus, surtout Deschamps. C'est vraiment compliqué cette saison 97-98, 98-99 pardon, notamment sur la manière dont elle a été débutée. Débuté, quoique, hein, c'est vrai que la Juve quand même commence relativement bien cette saison jusqu'au au mois de septembre, octobre. Et après, c'est vrai que au moment de la blessure de Del Piero contre l'Udinese, 8 novembre, match nul, là, voilà exactement. Voilà, il y a une cassure. Il y a une cassure et on sent que voilà, donc après ça, le nombre de matchs que la Juve va enchaîner avec beaucoup de défaites, c'est vraiment quelque chose c'est énorme. Jamais vu effectivement. Et là, par rapport
à de telles performances indigentes de la part de la Juve tout au long de la saison. Quand même, on parle de 10 défaites sur cette saison-là. Oh. Ça fait tâche dans C'est le gigantesque. Oui. En championnat. c'est dramatique, c'est dramatique. Et comme vous avez dit, comme l'avait dit même lui-même Didier Deschamps, c'est son cousin qui a joué jouait à sa place sur la saison 98-99. Gérard Deschamps. Ah ouais, tellement voilà, il était C'est ça. cuit. Et c'est vrai que peut-être que l'accumulation de toutes ces performances qui se sont multipliées sur la durée, sur plus de 10 mois de l'année, justement, c'est peut-être pour ça qu'en finale, en Ligue des Champions, ça coinçait pour donner le dernier effort. Vous l'avez dit tout à l'heure. Au bout d'un moment, voilà, pour repartir encore sur cet idéal de performance, c'est un petit peu difficile. Ça va être un petit peu difficile. Et ils vont mobiliser aussi leurs forces sur ce qu'ils arrivent à de mieux faire, la Juve. C'est la Ligue des Champions. Et même là, effectivement, même si avec l'orgueil du champion, malgré le fait que même à l'hiver 99, que Thierry Henry arrive, comme disait Reda tout à l'heure avec le limogeage de Lippi, qu'Ancelotti va l'utiliser dans un rôle, bon, c'est honteux, je peux même pas l'évoquer moi-même, mais Honteux, franchement, mais voilà, Pas donc bien. pour Thierry Henry, pour faire des courses, des lignes droites, défendre et tout, bon, c'était c'est compliqué. Mais Après, voilà, la Juve quand même ne passe pas loin d'aller à Barcelone pour faire la C'est finale vrai. 99. Ouais, ils C'est sont vrai. éliminés, ils perdent en demi-finale de Ligue des Champions donc contre Manchester United. Et moi, C'est finalement, sur quoi j'aimerais qu'on insiste 2 secondes, mais c'est vraiment ça résume parfaitement tout ce qu'on vient d'expliquer sur ce qu'était la Juventus à son époque et comment les autres l'apercevaient. C'est quand Gary Neville apprend qu'il va devoir. Tu vas dévancer. Bah, vas-y, je te laisse continuer. Et à sa réaction. Et on lui dit oui, Juventus qualifié. Juventus qualifié. Et il fait une grimace, il fait une tête. Oh non. Oh Parce non. que Et ça, c'est la plus grande marque de respect. Ça, c'est la plus grande marque de respect. Tout à fait. La crainte, la peur. Encore Alors- la Juve. Non, sérieusement, il en a marre. Il en a marre. Alors que la Juve est complètement sur cette saison, même en Ligue des Champions. 5 matchs nuls sur 6 en C'est incroyable. première phase. Mais c'est Incroyable. incroyable. Surtout quand tu vois la poule, mais comment Galatasaray, Rosenborg et Bilbao. Attends, une victoire et 5 matchs nuls. Mais attends, Non. sérieusement. 5. Ça, Mais Sérieusement. c'est assez incroyable. Ça montre à quel point Et- finalement la domination finale dans tous les secteurs. Et en fait, ce qui est plus fort, c'est justement que les autres clubs s'en rendent compte et que les autres joueurs s'en rendent compte que finalement la Juventus sur cette saison 98-99 était peut-être qu'une bête blessée et c'était peut-être d'autant plus dangereux. C'est peut-être comme ça que Gary Neville a vu les choses. J'aimerais aussi qu'on rende un peu hommage, Damas, à tous ces joueurs qu'on n'a pas cités dans ce podcast-là et qui sont pourtant des pièces maîtresses de cette Juventus. Un joueur dont on ne parle jamais, et notamment parce qu'il n'avait pas sa place en équipe d'Italie à ce moment-là, mais qui est quand même très important, qui est un des rares à être là sur les 3 finales, c'est le gardien. Ah non. Non, j'allais parler du gardien de but, Damas. Ah oui. Bien sûr, oui. Angelo Peruzzi qui a lui aussi subi 2 malheureuses blessures qui l'ont empêché de faire des grandes compétitions internationales avec l'Italie, que ce soit en 94 et 98, n'en déplaise à Pagliuca qui était clairement en dessous, bien entendu, joueur de Faut le l'Inter, dire. bien sûr. Mais Angelo Peruzzi, il a été joueur trapu, gardien trapu, très fort sur sa ligne, mais vraiment très fort sur sa ligne. Il est vraiment d'une agilité exceptionnelle. Mais c'est fou. Mais comme en bon italien, on sort des 5m50, 0. Il est cuit. Ouais, zéro. Mais l'ouverture, non, mais concrètement, la réduction du score de Manchester sur la tête de Roy Keane, la sortie de Peruzzi est inadmissible. Déjà, de l'autre côté, on a Schmeichel qui n'est pas bon quand il faut sortir. Alors maintenant, si Peruzzi s'y met en demi-finale de Ligue des Champions, mais concrètement, l'ouverture du score pour Manchester, qui réduit le score à 2-1 parce que Inzaghi met un doublé, montre clairement les fébrilités de la Juve au cours de cette première mi-temps. La Juve mène 2-0 à domicile. La famille Diali est là. John Elkann est là, enfant qu'il était. Et là, on entre maintenant au cours de cette première mi-temps où Manchester se permet de revenir à 2-2. Comme si on était des relégables et qu'on luttait pour ne pas descendre. Mais justement, c'est parce qu'il y avait plus il y avait plus Marcello Lippi, donc peut-être. Non, Lippi était fini. Mais Ancelotti, a été aux manettes et concrètement, ça a été très difficile. Concrètement, l'année 99 a été marquante pour toute la maison Fiat parce que Schumacher également s'écrase en Grande-Bretagne. Il se casse les jambes.
il se casse la jambe et il laisse Eddie Irvine Eddie jouer Irvine pour le titre. titre. Mais Ah ouais. ça peut pas fonctionner pour la maison Fiat. Ça ne peut Bien pas sûr, fonctionner pour la bien maison sûr. Agnelli. C'est qui Eddie Irvine? C'est qui? Je suis C'était désolé. Ah, un bon pilote, un bon pilote. devant, Non, mais pour les deux terrains Reda, que ce soit pour la Juve, que ce soit pour Ferrari, c'est un échec. Et il Eh faut oui. faire des choix Eh et oui. Irvine prendra la porte. Oui, devant, Mika Hakkinen. devant Pirozzi, il y avait les guerriers polyvalents, hein, comme j'aime les appeler, Ah, les bien Torricelli, Montero, bien sûr. Pesotto, Giuliano, qu'on pouvait mettre sur n'importe quelle position défensive, à gauche, à droite, au milieu. Le tout parrainé par Ciro Ferrara aussi, hein, qui Bien est sûr. C'est qui est complètement l'immense ça. Ciro Ferrara, un extraordinaire Ouais. défenseur central. On avait aussi ces Arrivé milieux dans les bagages de Marcelo Lippi de Naples. Hein. de En Naples, hein. 94, tout à fait. Tout à fait. Le milieu de terrain, Deschamps, Davids, Conte aussi, hein, qui était aussi assez impressionnant. Les autres joueurs aussi dont on n'a pas parlé, Gilles Christ, hein, avec une certaine finesse technique, comme Di Livio ou Djokovic, hein, qui ont été très intéressants aussi sur cette Ouais. période. Oui, clairement, moi, Di Livio, j'avais quand même une admiration pour ce joueur Bien sûr. petit, mais qui, justement, donc, sur son côté, était assez virevoltant Ah oui. et qui enchaînait les Il est courses, les soldatino. rebondissements. Ah Ah oui, oui. exceptionnel. Et en Un plus, soldat. ah oui, mais jouer aussi comme Di Livio, c'était quand même aussi avoir des bases footballistiques très, très élevées. Et il est donné, faut dire, fièrement de grands services à la Juve et aussi à l'équipe d'Italie. Nams, je vais te laisser raconter encore une petite anecdote peut-être avec cette équipe de la Juventus. Est-ce que tu vas peut-être retenir davantage les défaites ou est-ce que tu vas davantage retenir finalement cette idée de professionnalisme exacerbé qui a porté ses fruits, on va dire d'un point de vue, d'un point de vue sportif tout simplement. Oui, oui, professionnalisme qui aura porté ses fruits, mais qui aura en même temps limité cette Juve, qui parfois aura manqué de folie. Et ça se sera vu sur la suite, comme l'a dit Damas en parlant de cette période, par exemple le Verdeur. Cette Juve est trop rigide parfois, trop rigide, qui manque de folie, trop calculatrice, trop encadrée, et qui ne veut pas sortir de Oui. ce cadre. Et c'est vrai que ça peut être dommageable. À force de vouloir trop calculer, on est surpris parfois par un soupçon de folie qui fait souvent la différence dans les matchs couperés. Gilles Christ, on retiendra aussi, on n'a pas eu l'occasion d'en parler profondément, mais cette Juventus aussi, c'est une Juventus qui est entachée de plusieurs scandales, de dopage, de pression qu'on peut mettre aussi sur les joueurs, sur les agents. Il y a vraiment cette idée aussi en fait, il vaut mieux ne pas avoir la Juve contre soi. Exactement. Et en plus, on n'est pas revenu sur quelque chose qui a joué aussi sur l'année 97-98, hein, notamment quand on est dans ce duel à distance entre Del Piero et Ronaldo. Mais ce match de la Juve contre l'Inter, où est-ce qu'il y avait pénalty sur Ronaldo, est-ce qu'il y avait faute sur Ronaldo par exemple? Et là, donc les Interistes vont dire que effectivement, est-ce que voilà, donc la Juve met encore la pression sur l'arbitrage, la Juve met la pression encore sur certains joueurs, la Juve, Zeman a parlé aussi que le championnat d'Italie doit sortir des pharmacies, référence directe à la Juve, qui quand même en termes de force physique, et franchement, moi je le répète, hein, c'est pour ça qu'on a fait ce podcast sur le Juve Ajax aller-retour en début de saison, la force que la Juve avait démontré sur ce mois d'avril-là 97, j'allais dire qu'elle est quasiment surhumaine. Le corps de Del Piero en 98, quand il met le triplé, et surtout quand il met le coup franc à Barthez en demi-finale, franchement, tu te dis, ah oui, quand même, là, on a l'impression qu'il fait, il est large comme trois personnes. Et là, là, tu te poses des questions. Mais bon, par rapport à ça, c'est vrai que quand on voit aussi la personnalité, surtout de Moji, qui avait, on va dire une personnalité truculente, avec cette petite cigarette, voilà, ces petits bons mots qui géraient et qui tiraient les ficelles sur le football italien d'une certaine manière. Et surtout qu'il y avait aussi une mentalité, moi, qui était surtout intéressante. Je voulais revenir dessus avant de redonner la parole, où Monsieur Maudit disait quoi par rapport à la culture du vestiaire. Je crois qu'on en avait parlé dans la première saison, où il disait que le vestiaire ne doit pas être un endroit très agréable, ce qui change du football actuel, parce que en fait, il faut qu'on passe le moins de temps possible dans le vestiaire pour pouvoir aller au combat. C'est la mentalité juive également, hein. Donc c'est-à-dire que c'est la réussite, c'est l'austérité.
mais dans une certaine culture du succès sur la durée que justement cette triade aura montré jusqu'au moment où ça va tomber. Non, mais c'est intéressant aussi parce que moi je dis souvent que même dans ça, c'est les meilleurs, la Juventus, hein, avec le docteur Agricola. Et sans oublier, bien sûr, pour rendre hommage davantage au sport, c'est Giampiero Ventrone qui était un préparateur physique extraordinaire qui faisait vomir les joueurs à chaque préparation d'avant-saison. Damas, au fond de toi, je sais que en fait ton vrai club de cœur, c'est la Juventus. Et on va terminer avec ça. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.